on s'était donné comme objectif la centaine de personnes d'ici la fin de l'année. Euh, c'est quelque chose qui est encore réalisable, c'est très ambitieux. En général, on se donnait à chaque fois des objectifs qui paraissaient irréalistes en milieu d'année, puis on y arrivait juste en fin d'année. Là, ça me paraît un peu irréalisable, mais peut-être qu'on va y arriver. Et c'est le but des objectifs, ça doit être assez ambitieux pour paraître irréalisable, mais motivant à la fois et inspirant aussi à la fois, sans être complètement décourageant parce qu'on n'y arrive jamais. Salut tout le monde, bienvenue au podcast Développement avec Brian Oumana. Pourquoi ce podcast ? Pour apprendre, être inspiré et partager tout ça avec vous. Dans cette partie 1, on a abordé plusieurs thèmes comme la région de la création de Visium, la fonction de Timon en tant que CTO, leur vision, ses conseils pour le début d'une startup et bien d'autres points. Je vous souhaite un bon épisode. Timon, je t'ai entendu dire que tu aimais le Just Do It de Shia LaBeouf. Pourquoi est-ce que c'est le cas ? Parce que je pense que c'est la meilleure manière, disons, de résumer. Je pense que le plus grand problème que les gens ont quand ils pensent à l'entrepreneuriat, à créer leur entreprise, c'est qu'ils n'osent pas faire le premier pas. Et c'est juste ce petit premier pas de se lancer, de contacter un client, d'envoyer un email. Ça peut être un tout petit truc qui déclenche, je dirais, toute la suite d'événements. Et ensuite, après, on rentre dans une suite d'événements qui va dérouler un peu de soi-même. Et c'est ce premier pas-là que beaucoup de personnes ne font pas. Je pense que 99% des gens ne font pas, alors que parfois ils ont des idées intéressantes ou moins intéressantes, mais qui les motivent. Et donc c'est pour ça que je pense que c'était un peu sous forme de blague, je l'ai dit dans un autre podcast. Exactement. Et ça résume assez bien juste ce premier pas que malheureusement plus de 9% des gens qui disent « Ah, j'aimerais changer de carrière, j'aimerais essayer de lancer ma pâtisserie, mon compte de pâtisserie sur Instagram, des trucs comme ça. » Et c'est juste ce premier pas que les gens font pas. Et c'est dommage. Donc c'est pour ça que j'avais mentionné sous forme de blague un peu cette phrase qui résume, je dirais. J'ai regardé parce que j'avais jamais entendu Shia LaBeouf. C'est vrai ? Ouais, j'ai regardé la vidéo, Ouais, ça m'a beaucoup ouais, parlé ça faisait aussi. un mème un peu sur Internet. Exact. Oui, just do it. Ouais, exactement. Et puis moi, ça m'a beaucoup parlé parce qu'effectivement, c'est comme tu dis, il y a énormément de gens qui ont des idées, qui veulent faire des choses, qui en parlent et qui ne font rien parce que ça paraît être une montagne. Tu as l'impression qu'il faut des compétences de fou, il faut tout savoir, il faut connaître au bout des doigts les finances, comment recruter des gens, quel type de marketing faire, ou quels réseaux sociaux. Et donc c'est pour ça que je voulais commencer la conversation avec cette touche-là, quoi. Exactement, je pense qu'il y a trois... Enfin, je le dis assez souvent à des gens qui me demandent un petit peu comment on fait pour démarrer, etc. etc. Les gens pensent qu'il faut 3 trucs pour démarrer en général une entreprise. Le bon timing, un business plan parfait où on a réfléchi à toutes les étapes, les réseaux sociaux, la structure légale, enfin tous ces trucs, l'exit de l'entreprise alors qu'on n'a même pas démarré. Et le troisième point, c'est de l'expérience, une expérience très approfondie dans le domaine dans lequel on va se lancer. Et ce que je dis souvent, c'est qu'il y a 3 choses qui n'existent pas, c'est ces 3 choses-là. Un timing parfait n'existe pas, un business plan complet n'existe pas, une expérience qui va permettre de couvrir tous les pans d'une aventure entrepreneuriale n'existe pas. Donc, dès lors, il y a 99% des gens qui se lancent jamais, parce qu'ils pensent qu'il faut ces 3 choses-là. Il faut un bon timing, un business plan parfait, ficelé au cordeau, et troisièmement, une expérience forcément dans le domaine. Il faut un minimum d'expérience, ou alors une motivation à apprendre très rapidement. Mais il ne faut pas attendre d'avoir ces 3 choses-là et ces 3 étoiles alignées, parce que ça n'arrivera jamais, en fait. Ça n'arrivera jamais. Donc, c'est soit une... Après, c'est aussi une forme de procrastination. Je pense qu'il y a des gens sincèrement qui pensent qu'il faut ces 3 choses-là. Je pense qu'il y a aussi des gens qui parlent de ses ambitions, ses envies, etc. parce qu'ils ont envie d'y croire, mais qu'au final, c'est un peu une forme de procrastination de chercher des excuses et de jamais se lancer. Donc il y a un peu différents types de personnes aussi par rapport à ça. Et moi-même, j'ai aussi souffert de ça dans certains cas, sur des plus petits projets, des plus gros projets, des choses comme ça, où au final... on se cherche des excuses, parce que faire ce premier pas, ça demande pas mal de courage, parce que c'est un saut dans l'inconnu un petit peu. Mais c'est ce qui va être l'élément déclencheur de toute la suite. Et c'est vraiment le pas le plus difficile à faire. Avant qu'on continue, qui es-tu, Timon ? Alors, moi, je m'appelle Timon Zimmerman, je suis
cofondateur et CTO de Visium. C'est comme ça qu'on me connaît maintenant. Originairement, je viens de la région de Saint-Aubin, donc à l'extrémité du canton de Neuchâtel. J'ai un parcours un peu, pas forcément en ligne droite, disons. Donc j'ai fait un premier apprentissage que j'ai arrêté parce que ça ne me plaisait pas. Ensuite, j'ai fait un deuxième apprentissage en informatique au CPLN à Neuchâtel. Qui CPNE maintenant. Oui, exactement, ancien CPLN, qui m'a beaucoup plu, où j'ai réalisé que le côté théorique était quelque chose qui me manquait suite à l'apprentissage. Donc ça m'a donné envie de reprendre des études un peu plus académiques, je dirais, en partant à l'EPFL. Donc après, j'ai fait 2 années passerelles pour rejoindre l'EPFL. Ensuite, du coup, j'ai rejoint l'EPFL à Lausanne. C'est aussi le jour où j'ai quitté le canton de Neuchâtel et déménagé sur Lausanne. Et à l'EPFL, j'ai entrepris un parcours, je dirais, classique, mais dans tout ce que j'ai commencé en système de communication, donc c'est des mathématiques appliquées au système de communication, et ensuite j'ai fait un master en sciences des données et intelligence artificielle. Donc au cours de toutes ces années-là, j'ai eu pas mal d'expériences, je dirais, entrepreneuriales, soit tout seul, en essayant de lancer des trucs de mon côté, des sites internet, en vendant des sites, en codant des jeux, des choses comme ça de mon côté depuis mon tout jeune âge. Puis ma première grande expérience entrepreneuriale, je dirais, pendant mes études, entre mon bachelor et mon master à l'EPFL, où c'est là où j'ai rencontré mon associé actuel et un de mes cofondateurs actuels. Donc cette première expérience entrepreneuriale, c'est terminé, mais j'ai rencontré un de mes cofondateurs actuels, donc au final j'ai aussi beaucoup gagné. Et à la toute fin de mes études, c'est là où j'ai lancé l'entreprise Visium, pour laquelle je suis plus connu maintenant, disons, que mes autres expériences entrepreneuriales qui au final se sont toutes arrêtées. Et je pense que c'est important que justement tu racontes ton parcours de cette façon-là, parce que moi, quelque chose que je trouve très beau de la Suisse, c'est qu'il y a pas mal d'exemples comme toi qui ont commencé un apprentissage qui est très bien, mais j'ai l'impression, je ne sais pas si ça change peut-être un petit peu, mais j'allais dire, j'ai l'impression que, en tout cas à notre époque, quand on était en secondaire, c'était peut-être un peu moins bien vu, ou tu vois, le but c'était plutôt quand même de faire une matu gymnasiale, et en fait, j'ai d'autres connaissances, des amis qui ont aussi suivi cette formation-là, cette voie-là, donc apprentissage, matu, bachelor, enfin avant ça, des passerelles, du droit, et je trouve ça c'est vraiment beau. Et même en restant dans cette voie, cette formation professionnelle, tu as aussi toute la partie des brevets fédéraux, des maîtrises fédérales. Et donc je pense que c'est important que tu en parles pour les générations qui viennent et même pour les générations actuelles. Oui, tout à fait. Je pense aussi. Après, moi j'ai l'impression qu'en Suisse, l'apprentissage, si on compare à d'autres pays où l'apprentissage n'existe pas du tout ou alors est complètement dévalorisé, je pense de manière générale, la perception des apprentissages en Suisse, elle est quand même bonne. Elle pourrait toujours être meilleure, et c'est vrai qu'il y a dans certains cercles, je pense familiaux et peut-être de connaissances, où ça peut être un peu stigmatisé. Si tu réussis bien tes études secondaires, que tu es en classe de maturité à l'époque par exemple, maintenant ça a dû changer, mais à l'époque en maturité, qui était le niveau le plus haut entre guillemets à l'école secondaire, de partir dans un apprentissage, on était 2 sur 20 dans ma classe en effet. Ouais. Maintenant, est-ce que je conclurais que l'apprentissage à cause de ça est mal vu en Suisse? Je pense pas. Je pense pour avoir énormément d'amis qui ont fait des apprentissages, moi-même, etc. Je pense que c'est bien vu. Les entreprises le voient très bien, c'est valorisé. C'est une force de travail qui est même grandement appréciée par les entreprises, parce que c'est des gens qui sont... ça permet d'avoir des personnes formées à des métiers très concrets et très utiles à la société assez jeunes. Là où les pays qui n'ont pas un système d'apprentissage aussi développé, avoir des gens qui sont électriciens, menuisiers, certifiés, donc certifiés, ça veut dire avec vraiment, on sait les compétences qui ont été acquises à 18 ans. C'est rare, souvent c'est des gens dans ces pays, par exemple je pense à la France, où faire un apprentissage c'est un peu une voie garage au final. Les gens qui se retrouvent à faire électricien ou menuisier, pour prendre ces 2 exemples, là-bas c'est vu comme des erreurs de parcours, quoi. Et ça fait que du coup en Suisse on a une force de travail qui est formée, très compétente, dans des métiers hyper utiles aux entreprises et à la société à 18 ans, donc très jeune.
Et ça, je pense que c'est bien vu de la part de la population de manière générale en Suisse et par les entreprises. C'est assez valorisé. Maintenant, ça pourrait toujours être mieux, évidemment. Mais je pense qu'on est quand même dans une bonne situation en Suisse. Et encore plus avec les passerelles que tu mentionnes. Il n'y a pas de voie garage en Suisse par rapport à ça. Si on continue dans un apprentissage et qu'on ne fait pas d'année passerelle pour les PFL, on peut se former davantage. On peut faire des brevets fédéraux pour créer son entreprise, créer ensuite sa boîte de menuiserie, par exemple, etc. etc. Donc, je pense en effet que le système scolaire et éducationnel en Suisse est vraiment bon. Est vraiment bon. En tout cas, j'aurais pas grand-chose à en redire. Ayant passé par ces différentes passerelles. C'est pas facile, mais c'est normal que ça ne soit pas forcément. Parce qu'il ne faut pas que le niveau se baisse non plus de l'EPFL ou qu'on en attende trop des gens en CFC, par exemple. Donc c'est normal que ce ne soit pas simple de faire ces branchements, mais tant qu'ils existent et que toutes les voies sont valorisées, je pense qu'on a un système scolaire qui tient la route. Et donc, tu as dit qu'après ton master, tu as cofondé Visium. Mm-hmm. Donc Visium, qui est une entreprise de consulting en data science ou en sciences de données. Vous utilisez l'intelligence artificielle pour améliorer les performances des entreprises. Donc intelligence artificielle pour donner des exemples concrets et disons faciles et que tout le monde utilise tous les jours. C'est typiquement les moteurs de recherche, par exemple. C'est un Google Maps, c'est aujourd'hui de plus en plus... Les recommandations qu'on reçoit sur Spotify, voilà, les recommandations sur les réseaux Netflix, sociaux, trucs comme ça, ouais, bien sûr. Voilà, ok. Et puis, donc concrètement, ça donne quoi comme résultat chez un client? Ça dépend vraiment du domaine d'application. Tu en as mentionné beaucoup. Pour en donner un que j'aime bien mentionner parce que c'est quelque chose auquel les gens ne s'attendent pas du tout. Par exemple, avec mon entreprise, on a aidé l'entreprise Firmenich. Beaucoup de gens ne sont pas forcément au courant, je dirais. Firmenich, c'est une des plus grandes entreprises de fabrication d'arômes et de parfums. Dans le monde. Dans le monde, exactement. Et ce qu'on a fait, par exemple, eux, une des grosses problématiques qu'ils ont, c'est que donc ils fabriquent des arômes et des parfums pour les plus grandes marques au monde. Et ils travaillent derrière les rideaux. Les gens ne sont pas au courant, mais il faut sans mentionner de marque, parce qu'évidemment les marques veulent pas que les gens sachent que c'est Firmenich qui a fabriqué le parfum qu'on voit à la télé ou dans la rue, mais c'est les parfumeurs de Firmenich ou les aromaticiens de Firmenich qui fabriquent le prochain soda au goût, je sais pas, cerise par exemple. Donc, et du coup, il y a peu d'entreprises qui servent énormément de marques de consumer goods, justement, donc ils ont énormément de demandes à satisfaire. Et le marché est de plus en plus compétitif, donc il y a de plus en plus aussi un intérêt vif à pouvoir aider et créer des parfums et des arômes pour des plus petites entreprises. Pas uniquement servir les Procter & Gamble de ce monde et les Nestlé de ce monde, mais aussi travailler avec des plus petites entreprises. Malheureusement, ou heureusement aussi peut-être parce que ça crée aussi la rareté de chez Firmenich, mais il y a plus d'astronautes dans le monde que de parfumeurs, pour donner une fun fact. Donc c'est pas facile, on peut pas simplement recruter plus de monde, c'est pas simple de recruter des gens et de former des gens à l'art de la parfumerie ou de l'aromaticien. Et donc ce qu'on a réalisé pour eux, on a créé une intelligence artificielle capable de générer des parfums et des arômes pour venir suggérer un starting point, un point de départ pour les parfumeurs et aromaticiens. Donc, et grâce à ça, vu que tu me demandais, j'en viens à ta question, qui est de qu'est-ce que ça améliore concrètement. Par exemple, dans ce cas-là, on a réduit de 50% le temps, donc la durée que ça prenait un parfumeur ou aromaticien d'arriver à la version finale. Donc on n'a pas une version finale qui sort directement de l'algorithme d'intelligence artificielle, mais le fait de recommander une formule initiale, une formule de parfum, par exemple pour un shampoing qui va sentir la noix de coco et l'ananas, par exemple, étant donné aussi un certain prix qu'on a envie de matcher. Grâce à cette première recommandation, simplement, et ensuite il y a des itérations qui sont faites manuellement et là c'est l'art du parfumeur et l'art de l'aromaticien, je dirais, on a réduit de 50% le temps que ça leur prenait à satisfaire la demande client. Parce que le client arrive et dit j'aimerais un shampoing qui sent la noix de coco et qui va coûter ce prix par volume. Et maintenant, il met ça au concours de Firmenich et des autres entreprises équivalentes à Firmenich, les compétiteurs de Firmenich. Donc l'entreprise qui arrive à répondre le plus rapidement possible à la requête a des grandes chances de gagner le contrat. Il n'y a pas que cette
il n'y a pas que ce critère de rapidité, mais si tu es le premier à répondre à la demande d'un client pour son shampoing, et tu leur fais sentir, ça sent ce qu'ils avaient en tête quand ils ont émis le brief, comme on appelle, de la demande, tu as des grandes chances de gagner. Donc, et nous, on a réussi à réduire de 50% ce temps de développement, en fait, et en fait, les itérations en laboratoire, grâce à l'intelligence artificielle. Donc là, c'est hyper concret. Et quelles sont les données récoltées pour justement diminuer ce temps? Là, en fait, pour entraîner l'intelligence artificielle, donc en effet, les systèmes d'intelligence artificielle, tout ce qu'ils font, c'est qu'ils apprennent à partir de données. Ils apprennent à partir d'exemples, et de manière générale, ce qu'ils réalisent, c'est qu'ils font de l'extraction de patterns. Donc ils extraient des signaux sous-jacents, des corrélations, des liens de causalité à partir des données. Donc là, en fait, ce qu'on a réalisé, c'est une intelligence capable de générer des premières formules ou de recommander des premières formules. Donc le jeu d'entraînement de données sur lequel l'intelligence a été entraînée, c'est des formules historiques de l'entreprise. Okay. Donc des formules qui ont été réalisées par le passé. D'accord. Et des milliers de formules qui ont été réalisées par le passé, évidemment. Il en faut quand même un certain nombre. Étant donné la complexité chimique, de stabilité, d'interaction entre les ingrédients, etc., plus le problème est complexe, plus il faut de données, en quelque sorte, pour donner un peu une règle, je dirais, de manière générale. Et là, c'est un problème assez complexe de générer une formule chimique. S'il y a des problèmes de stabilité, si le parfum, il irrite la peau, il passe pas les tests de safety à la fin, cette première mouture qu'on vient suggérer au parfumeur, elle devient inutile. Donc il faut que l'intelligence artificielle génère pas simplement quelque chose qui sent la rose. Il faut que ça sente la rose, il faut que ça sente la rose sur le long terme, que ça ne se détériore pas, puis que ça se mette à sentir mauvais au bout de 2 jours. Donc ça, c'est la stabilité olfactive. Il faut de la stabilité aussi visuelle. Tu n'as pas envie d'acheter un parfum et quand tu le regardes au bout de 2 jours, ça ressemble à une boule de Noël parce qu'il y a plein de grumeaux, des choses à l'intérieur. Donc il y a plein de concepts chimiques que l'apprentissage doit prendre en compte. Donc l'intelligence artificielle doit apprendre ça juste à partir de données. Elle doit apprendre que cet ingrédient et cet ingrédient ont l'air stables a priori parce qu'on le retrouve dans X% des données historiques. Et tout ça, ça se fait automatiquement. Mais évidemment, il faut beaucoup de données pour ça. Ouais. Et ça, c'est un exemple parmi tous les différents projets que vous avez. Vous avez des clients, tu as cité Firmenich, vous avez La Poste, Nestlé, BKV et d'autres. Et donc, on parle d'entreprises quand même avec des chiffres d'affaires de plus de 500 millions par année. Mm-hmm. Et donc, Visium, aujourd'hui, c'est 5 ans d'existence seulement. Moi, j'ai envie de dire seulement, en tout cas. Je ne sais pas si toi aussi, tu dis seulement ou pas. Je dis ça parce que moi, j'évolue, ou en tout cas de base, dans un écosystème PME quand même plutôt lent, une croissance organique. Vous aussi, c'est une croissance organique, mais voilà, nous, encore plus lent, jusqu'à maintenant, en tout cas. Et donc, aujourd'hui, plus de 60 personnes. Comment est-ce que c'était le début? Pourquoi avoir créé cette entreprise? Donc, tu vois, en fait, pourquoi une nouvelle entreprise? Parce que finalement, avec les études que tu as fait, les formations, les stages, on n'a pas parlé de ça, mais tu étais à Boston pendant un peu plus d'1 an. Tu as bossé chez Oracle aussi, et tout ça dans machine learning, je crois que c'est juste, voilà. Et ouais, pourquoi, en fait? C'est ma question, en fait. Pourquoi Visium à la base donc, fin 2017, c'est qu'on a eu l'idée justement de créer l'entreprise Visium. L'idée nous est venue... Moi, je cherchais un stage à l'époque pour clôturer mon master de l'EPFL. Il y a un stage obligatoire, je cherchais des stages. Et je voyais à quel point ces compétences en 2017 étaient rares, de data science, machine learning, IA, c'est un peu tout. Je mets ça ensemble, il y a des différences, mais disons que c'est la même chose. Intelligence artificielle. Exactement, ouais. Machine learning, data science, c'est des choses que les gens utilisent de manière interchangeable et c'est pas si mauvais au final pour juste faire passer un message. Donc, je voyais en cherchant des stages moi-même à quel point c'était des compétences recherchées par les entreprises, à quel point les gens qui m'interviewaient dans les entreprises comprenaient pas du tout de quoi il s'agissait. Ils avaient encore personne en interne qui faisait ça, ou alors quelqu'un qui s'était formé un peu sur le tas. Du coup, tout ce qui était des meilleures pratiques, des choses à faire, à ne pas faire, etc. C'est des choses qu'on apprend avec l'expérience. Donc l'expérience n'existait pas encore au sein des entreprises. Les gens qui m'interviewaient, je voyais bien qu'il n'y avait pas une feuille de route claire sur ce qu'ils voulaient faire. Ils avaient entendu parler de la science des données, de mettre à profit leurs données, etc., etc.
du machine learning, de l'IA, toutes ces choses-là. Donc t'as bien été payé comme stagiaire. Ouais, c'est des stages qui étaient très bien payés. C'est des stages qui en général étaient bien payés. Toujours maintenant, je pense que c'est des stages assez bien payés, mais à l'époque, je pense que c'était encore plus en 2017, il y a 5 ans. C'était beaucoup moins connu et il n'y avait pas les chats GPT, toutes ces choses-là. Toutes les entreprises comme OpenAI qui ont lancé ça, enfin, même si on pense à DeepMind de Google, c'était vraiment les balbutiements de ce genre d'entreprise. Donc, c'était vraiment le tout début. Et en me rendant compte de ce gap qu'il y avait entre moi, ce que je voyais en académie, donc à l'EPFL, ce qui était fait dans les laboratoires, ce qui était fait dans la recherche, cette recherche qui était saisie et utilisée par les big tech. Tous les algorithmes de recommandation de Google sur YouTube, sur les pubs Google, etc., par exemple, eux, ils n'ont pas attendu de se saisir de ces technologies. Là où ces entreprises-là, ça se voyait, donc, si on parle par exemple, je sais pas, dans l'industrie horlogère, dans la finance, dans la pharma encore, ils ont une tendance à innover et à se saisir des innovations peut-être plus rapidement que les autres industries, mais même eux. Donc c'est en voyant ce gap, je dirais, qui se crée au niveau de l'utilisation de cette technologie, qui, on le savait, allait être disruptive et allait créer un gap de compétitivité aussi sur le marché à terme, et qui mettait en danger toutes ces entreprises qui n'étaient pas tech native, comme on dit, et qui sont pas nées dans l'ère technologique et l'ère de la donnée et l'ère de l'Internet, forcément, que ça allait être un gap qui allait se creuser de plus en plus, et que ça devenait un danger pour les entreprises qui ne savaient pas par où démarrer, qui certaines n'étaient même pas au courant de l'utilité de la data science pour eux. Pour eux, c'était des choses en laboratoire inutiles. Donc voilà, c'est suite à cette observation-là qu'on s'est dit, ok, au lieu de rejoindre une grosse boîte et de travailler dans une grosse entreprise ou dans une PME et de mettre mes compétences à disposition, mettons à profit le réseau à l'EPFL et à l'ETH, d'un de mes cofondateurs, Mathéo, rassemblons les meilleures personnes qu'on connaisse de nos études ou des gens qui ont déjà gradué et qui sont en emploi, rassemblons ça et mettons ces compétences-là à disposition des entreprises, de ces entreprises qui ont de la peine à se saisir de ces technologies, à comprendre qu'est-ce qu'elles ont à y gagner, etc., etc. Donc voilà, c'est ça la logique de base, c'est d'essayer de permettre à ces entreprises d'être prêtes pour le futur, en fait, en quelque sorte. C'est ça notre mission. Et la mission secondaire aussi qu'on s'est donnée, au passage, parce qu'évidemment, comme toute révolution technologique, l'IA peut être utilisée de bonne ou de mauvaise manière. Donc on voulait aussi être dans le siège conducteur plutôt que le siège passager de cette révolution. Et maintenant, en servant les entreprises que tu as mentionnées là, comme des Nestlé, des BKV, des boîtes pharma, etc., on a plus voix au chapitre que si on était des simples observateurs de cette révolution technologique. Donc c'est les deux missions-là. Le fait de aider ces entreprises plus traditionnelles, je dirais pas tech-native, à se saisir de ces technologies, et l'envie d'être dans le siège conducteur et pas passager de cette révolution technologique pour s'assurer de l'utilisation responsable et éthique de la technologie. C'est ces deux choses-là qui nous ont motivés à créer cette entreprise fin 2017, début 2018. Et pourquoi être complètement bootstrap alors que justement vous étiez quand même assez innovateur, on va dire, par rapport à ce que tu as dit. Pourquoi pas avoir levé des fonds pour grandir peut-être encore plus rapidement, et donc c'est peut-être juste important, les gens qui nous écoutent, ils ont pas forcément, ils connaissent pas forcément le monde de l'IA, et je ne dis pas le connaître, le monde des startups. Donc Bootstrap, c'est des entreprises comme Visium, comme vous, qui n'ont pas levé de fonds et qui étaient dès le jour 1, ou en tout cas, quand on parle de jour 1, voilà, c'est approximatif, vous aviez un chiffre d'affaires, ou voilà, en tout cas, il n'y a pas eu de fonds externes. Pourquoi être allé dans ce sens-là ? Alors, premièrement, je dirais parce qu'on pouvait se le permettre. Donc ça, c'est déjà un point important à mentionner. Parce que si vous aviez des clients directement ? On avait des clients assez rapidement. Okay. On est une entreprise de service et pas un produit. Donc ça, c'est quand même des choses assez différentes. Si tu lances un produit, tu dois
tu dois développer ton produit à coût jusqu'à ce que tu aies quelque chose qui soit vendable, que quelqu'un est prêt à payer. Donc le développement du produit, c'est quelque chose qui coûte de l'argent, qui peut prendre du temps aussi. Dans certains domaines, dans le biomédical par exemple, être bootstrapped, c'est inimaginable parce qu'il faut des fonds énormes pour passer tout ce qui est de la régulation, faire tous ces process de régulatoire, de passer des certifications, etc., etc. Aussi au niveau du matériel pur, en faisant du software comme on fait nous, des logiciels d'intelligence artificielle et de data science, on n'a pas besoin de machines-outils et des choses comme ça. Donc ça, c'est le premier point. On pouvait se permettre d'être bootstrap parce qu'on est une entreprise de service. Donc dès lors qu'on trouve des clients, on génère des revenus, pas forcément des profits, des revenus. Et deuxièmement, la nature du business qui est du logiciel, donc dématérialisé, complètement dématérialisé, nous permettait, on n'avait pas besoin d'avoir des investissements en amont, quoi. Donc c'est les deux premiers points déjà, on pouvait se le permettre. Et le deuxième point, c'est qu'on avait une vision très claire de ce qu'on voulait faire, on avait une vision claire de où on voulait aller, et le côté bootstrap nous accorde, je pense, une flexibilité, une liberté de manœuvre qu'on n'aurait pas eu avec des investisseurs externes. En bien ou en mal, ça peut aussi être intéressant parce que des investisseurs vont apporter un point de vue externe, un point de vue plus expérimenté parfois, qui peuvent contraindre la liberté d'une bonne manière parce que ça nous évite des erreurs. Ok, c'est une certaine liberté de commettre des erreurs, mais si ça peut éviter certaines erreurs qui peuvent être fatales pour une start-up, ça peut être intéressant. Mais néanmoins, nous, on voulait garder cette liberté pour pouvoir faire ce qu'on voulait de l'entreprise, la diriger vers où on voulait. On voulait aussi avoir une liberté d'action et de pouvoir respecter nos valeurs et ne pas garder nos valeurs, je dirais, chevillées au corps et à nos activités par rapport à cette envie d'utiliser l'IA de manière éthique et responsable. Un investisseur externe pourrait nous dire, ok, ben là non, dépendamment des parts dans l'entreprise que l'investisseur a pris, mais il pourrait nous mettre en tout cas une pression pour travailler avec une entreprise avec laquelle on ne veut pas travailler parce que le cash de l'entreprise commence à baisser. Et là, qu'est-ce que tu fais? Tu es obligé d'écouter ton investisseur ou alors tu subis cette pression ou alors tu trahis potentiellement tes valeurs et les raisons pour lesquelles tu t'étais lancé au début. Donc le fait d'être bootstrap nous permet de garder cette indépendance complète, cette liberté d'action et de s'assurer que tout ce qu'on fait, les actions qu'on réalise, l'équipe qu'on monte, la culture qu'on crée, sont alignés avec notre vision de base et nos valeurs d'entrepreneur. Effectivement, je pense que c'est important que tu mentionnes la partie éthique, parce que j'ai lu et entendu, on en parlera après, mais dans l'émission Big Boss de la RTS, où tu étais passé en octobre de l'année passée, mais aussi dans un article du Temps de 2019, où justement vous avez ces valeurs qui sont fortes et importantes à vos yeux, et où justement dans cet article du Temps de 2019, je ne sais pas si c'est toujours le cas, mais en tout cas, comme tu le dis, j'ai l'impression que ça l'est, où vous disiez que vous ne travaillez pas avec des entreprises dans le secteur de l'armement, par exemple, et que pour 10 projets, il y en avait un à caractère philanthropique. Absolument, c'est quelque chose en tout cas qu'on essaye pour la partie des entreprises avec lesquelles on ne travaille pas. En effet, tout le secteur de l'armement, c'est des entreprises avec lesquelles on refuse de travailler. Après, il y a d'autres zones, c'est quelque chose aussi dont je parle rapidement dans l'interview à la RTS. Il y a des entreprises qui sont plus, je dirais, dans une zone grise, ou en tout cas des cas d'utilisation qui sont dans une zone grise. Si demain, tu as une entreprise qui fabrique des armes, ça c'est, comme je disais, dans l'armement, c'est quelque chose avec lequel on ne traite pas. Mais par exemple, dans le tabac, et c'est un projet qui a pour but d'améliorer je sais pas, par exemple, de réduire les efforts des personnes dans les chaînes de production, de par exemple développer un exosquelette pour qu'il ne se casse pas le dos. D'accord, c'est pour une entreprise dans l'industrie du tabac peut-être. C'est aussi potentiellement pour améliorer la productivité des personnes, parce qu'avec un exosquelette, elles vont être peut-être plus efficaces. Mais c'est aussi pour éviter que des personnes se cassent le dos et ne puissent plus travailler à 45 ans. Donc, il y a toutes ces ambiguïtés et cette zone grise. Et ça serait un peu naïf de juste dire cette industrie, on ne travaille pas avec, parce que c'est tous le diable incarné. Donc, on travaille plutôt, à part pour l'industrie de l'armement, on travaille plutôt au cas par cas par rapport au type de projet.
Et une fois qu'on a une proposition, une discussion qui devient concrète avec un client, on se dit, ah ouais, bah, c'est un client dans une industrie peut-être par exemple les énergies fossiles et des choses comme ça, qui pourraient pas forcément être 100% alignées avec nos valeurs ou avec les valeurs de l'équipe, parce qu'on a des personnes assez engagées dans l'équipe aussi. On le soumet à un comité éthique, et c'est un comité qui est fait et constitué de membres tirés aléatoirement dans l'entreprise, 5 personnes en général. Tu fais pas, les cofondateurs en font partie? Non. Pas du tout? Non, pas du tout. C'est bien ça. Non, uniquement les employés. Ok. De tous les départements. On essaie d'avoir une représentativité entre les ingénieurs, les RH, les ventes, par exemple, etc. Donc on essaie d'avoir 5 personnes, et ces personnes débattent et discutent de est-ce qu'on poursuit les discussions avec le client, avec le prospect, ou est-ce qu'on s'en arrête là, ou on essaie de rediriger la discussion vers un cas d'utilisation peut-être plus éthique de l'intelligence artificielle. Donc ça, c'est notre façon de résoudre ce problème et ces cas un peu ambigus comme celui que j'ai présenté avant. Et on le fait en faisant participer l'équipe et puis avec ce comité éthique, justement. Voilà. Ça, c'est notre façon de faire. Mais c'est vrai que c'est délicat et c'est difficile. Et la difficulté, ça va être avec une entreprise qui grandit. Là, on est déjà une 60aine. Comment est-ce que tu t'assures d'identifier ces cas ambigus qui sont un peu dans une zone grise, t'assurer que le processus soit bien suivi pour que le comité éthique ait lieu, etc. etc. Donc, comment est-ce que tu t'assures que ça fonctionne quand tu es 10, 15, 20 ? Tu vois un peu tout ce qui se passe en tant que cofondateur, donc, et t'entends parler de toutes les discussions avec des clients. Quand tu grandis, 60, 100, 200, 300, 500, est-ce que ce comité éthique va scale avec la taille de l'entreprise ou pas ? Ça, c'est un peu un point d'interrogation et peut-être qu'il faudra qu'on trouve une autre façon. Ou alors ça va fonctionner et puis et tout va fonctionner avec ce comité éthique et on va trouver une façon de le faire scale avec la taille de l'entreprise. Scale, donc grandir. Exactement, ouais. Pardon pour les anglicismes. Non, je vais essayer de te reprendre comme ça pour que tout le monde comprenne. Et donc, le secteur de l'armement n'entre pas dans cette ligne parce que ce n'est pas ambigu. Parce que tu vois, finalement... on a remarqué qu'il y avait très peu... Parce qu'il y a des gens aussi qui bossent, tu vois. Donc tu pourrais te dire, bien sûr, bon, si c'est pour améliorer leur santé, tu vois. La chose dont on s'est vite rendu compte, c'est que pour des industries aussi, je dirais, au pôle extrême, je dirais, de ce qui se fait, la plupart des discussions, et 90% des discussions, sont pour des cas dans une zone noire. Donc, si tu regardes les projets d'intelligence artificielle réalisés par ces entreprises-là, il y a très peu de cas ambigus. Et leur intérêt à eux se situe rarement, je veux dire, ce qui va générer le plus de valeur pour eux, l'utilisation de l'intelligence artificielle qui va générer le plus de valeur pour eux, se situe rarement dans la zone grise, malheureusement. Donc, dès lors, on a décidé de juste ne pas travailler avec ces entreprises-là, parce que si 99% des discussions et 99% des décisions du comité éthique seront de ne pas faire le projet, autant ne pas travailler avec cette industrie et s'épargner des efforts inutiles et du temps inutilement passé à discuter. Ouais, ok. Voilà. Donc c'est plutôt pour ça. Il y a sûrement quelques pourcentages de cas d'utilisation de l'IA qui pourraient être utiles, qui pourraient amener ces entreprises peut-être, encore une fois, dans le siège conducteur de ces entreprises, de les amener à faire quelque chose d'autre. Mais les entreprises dans l'armement n'essayent pas forcément de se recycler ailleurs. Là où les entreprises qui font dans l'énergie fossile, elles regardent de plus en plus, parce que c'est de manière cynique, hein, parce qu'elles ont quelque chose à y gagner. Hein, on les a forcées, la société les a forcées à regarder ailleurs. Pareil pour l'industrie du tabac, les entreprises sont forcées de commencer à essayer de regarder ailleurs, à se diversifier un petit peu leurs activités. Donc si c'est pour les accompagner là-dedans, pour moi, ça serait naïf de se dire « Ah non, c'est Philip Morris, c'est Japan Tobacco International, on ne va pas travailler avec eux ». Si c'est pour les aider à se repositionner sur peut-être des enjeux et des services un peu plus éthiques et plus dans le vent, et je dirais, et qui sont alignés avec nos valeurs, ils vont juste faire le projet avec quelqu'un d'autre. Donc autant les accompagner dans cette transformation. Et ce qu'on a remarqué, c'est que les entreprises dans l'armement, par exemple, et dans le militaire, il y a pas cette transition n'est pas en train de s'opérer. C'est des business qui fonctionnent bien, qui tournent bien, malheureusement, de nos jours, très très bien. Donc
99% des discussions seront sur des cas où on sait que ça ne va pas passer le comité éthique et même ça va même pas aller au comité éthique parce que ce sera des cas qui ne seront pas du tout alignés avec nos valeurs, quoi. Ouais, donc c'est pour ça. Ouais, ok. Tu as dit que tu étais cofondateur et CTO, donc Chief Technology Officer. C'était peut-être aussi au début parce que finalement, tu as toutes ces compétences techniques. Ton seul cofondateur à l'époque, donc vraiment quand vous avez commencé, lui c'est plus dans le business, c'est juste. Hein. Donc c'était, disons, la logique des choses. Aujourd'hui, moi, quand je t'entends, tu me fais plus penser à, on va dire, un co-CEO qu'un CTO. Ouais. En plus, mais on en parlera un petit peu après. En plus, tu m'avais dit que environ 50% de ton temps aujourd'hui, c'est la vente aussi, c'est les sales. Bien sûr. Donc voilà, tu vois, ce rôle de CTO qui reste avec toi finalement, est-ce qu'aujourd'hui il est toujours pertinent? Comment est-ce qu'a évolué ton rôle et qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Ouais. Alors, mon rôle a pas mal évolué, mais en même temps, les bases sont restées assez similaires. C'est-à-dire que le rôle de CTO, c'est vrai que c'est un rôle et un titre qu'on donne souvent dans des entreprises de produits, pas beaucoup des entreprises de services. Est-ce que c'était une bonne idée de se donner des rôles de CEO, CTO, COO pour mon troisième cofondateur, Matteo, pour une entreprise de services? C'est une bonne question et peut-être à refaire, on n'utiliserait pas ces titres-là. Maintenant, c'est vrai que c'est un titre que j'ai gardé parce que ce que je fais beaucoup, même dans le cadre de vente, de sales, c'est d'apporter cette expertise et cette autorité technique dans les meetings avec les clients, dans les appels, dans les workshops qu'on organiserait, qu'on fait de l'idéation, du brainstorming avec des clients. J'apporte plutôt ce côté, je suis la contrepartie technique, je dirais plutôt quand même. Donc ça reste pertinent par rapport à ça. Maintenant, c'est clair que depuis le début, en tant qu'entreprise de service, et même je pense qu'une entreprise de produit où on a un CTO complètement déconnecté des clients, des retours qu'on a, des prospects, donc des clients nouveaux et existants, etc., je pense que ce n'est pas une très bonne idée. Ça fonctionne pour certains produits et pour certaines équipes. On a des CTO qui ont vraiment ce côté un peu nerd, quoi, qui, dans le garage, vraiment le hacker qui a codé le produit de bout en bout tout seul, jour et nuit pendant 6 mois, et c'est un petit génie technique. Ok, mais je me demande si c'est pas plus l'exception que ce qui devrait être la règle. Et plutôt avoir des CTO qui s'intéressent davantage aux clients, qui s'intéressent à la vente, qui s'intéressent aux arguments qui vont percuter versus des arguments techniques ou purement orientés sur les features d'un produit qui vont peut-être être moins intéressants pour le client. Je pense qu'il y a énormément de richesse dans un CTO qui s'intéresse un peu plus loin que juste l'aspect technique. Donc, ceci étant dit, je pense du coup que cette logique, que je mets sur le dos du fait qu'on fasse des services, je pense qu'elle est bonne à appliquer aussi pour des CTO qui créeraient ou qui travailleraient dans des entreprises de produits. Et comme tu l'as dit, maintenant plus de 50% de mon temps c'est de la vente. J'ai encore une partie qui est sur l'aspect de la gestion de l'équipe d'ingénierie, donc de la vision de l'équipe d'ingénierie, de l'organisation des équipes, des plans de carrière, des choses comme ça, des certifications des ingénieurs, tout ça. Donc ça c'est un aspect quand même qui fait appel à mes compétences techniques. Si j'avais aucune compétence technique, je ne serais pas forcément pertinent dans ces discussions et ces prises de décision-là. Mais c'est vrai que ça représente moins de 20% de mon temps, je pense. Dans une semaine, c'est 1 jour sur 5, je pense. Et j'ai bien 3-4 jours liés aux ventes et marketing. Donc c'est aussi dû au fait qu'on a récemment, enfin maintenant moins récemment, il y a bientôt 1 an, on a recruté un directeur d'ingénierie, donc quelqu'un avec qui je travaille, qui est sous moi, qui lui est quelqu'un de très technique, très compétent techniquement, qui a ses compétences de management et de leadership d'équipe aussi, qui vient m'aider et qui a qui a repris une grande partie des responsabilités que j'avais avant. Donc j'ai pu me libérer aussi de beaucoup de responsabilités qui faisaient appel à mes compétences techniques, de tout ce qui était d'être proche des équipes de projet, de s'assurer davantage, plus que ce que je le fais maintenant, de la qualité des livrables, de ce qu'on livre aux clients, etc. Donc
j'ai pu me libérer aussi de tout cet aspect-là parce qu'on a recruté une personne et on a une personne dans l'équipe, Pascal, qui fait un travail exceptionnel par rapport à ça et qui améliore, je dirais, la qualité de ce qu'on fait d'un point de vue technique tous les jours. Et du coup, moi, je peux davantage me focaliser sur le côté face au client, client-facing. Donc, et ça fonctionne bien. Ça fonctionne bien parce que c'est toujours intéressant et je pense que dans n'importe quelle boîte, c'est illusoire pour un cofondateur ou un fondateur d'entreprise de penser qu'il va arrêter de faire de la vente au bout d'un moment, quoi. Genre, à moins de trouver vraiment et que ça prenne énormément de temps de céder l'entreprise à des personnes avec beaucoup d'expérience, etc. Même dans les startups à succès dont on entend parler tout le temps, les CEO, ils vendent. Ils vendent à des plus gros clients pour des plus gros volumes, de manière peut-être un peu plus high level que de vraiment faire les slides, etc. Tous les jours. Mais ils sont toujours en train de vendre, ils sont toujours dans la vente, ils sont toujours face aux clients. Ça, c'est inévitable. Donc au début, toi et ton cofondateur, vous vendiez les deux. C'était Absolument. Votre rôle. Il y avait des appels à froid, c'est comme ça que vous avez commencé, donc toute cette partie cold calling en anglais. Aujourd'hui, ces appels à froid, ça existe toujours ou bien avec la notoriété, il y en a moins? Comment est-ce que vous prospectez? Si vous continuez de prospecter, ou est-ce que maintenant la notoriété fait qu'on vient à vous? Comment ça se passe? On n'a pas encore la notoriété pour d'avoir assez de projets qui viennent à nous pour subvenir à nos ambitions de croissance aussi. C'est pas simplement pouvoir payer les salaires et subvenir aux coûts qu'on a actuellement. On a des ambitions de croissance, donc c'est-à-dire réaliser quand même des profits pour les réinvestir dans la croissance. On n'a pas assez de projets qui nous viennent de l'extérieur, je dirais, actuellement. C'est quelque chose auquel on travaille. On a relancé de manière beaucoup plus sérieuse notre département de marketing. On a recruté quelqu'un de très compétent en marketing fin d'année passée. Là, on a recruté une stagiaire pour venir un peu compléter l'équipe. Moi, je travaille beaucoup en marketing aussi, donc on est 3, pour avoir de plus en plus de projets qui nous arriveraient. On a toute une stratégie de marketing pour nous aider à ça. Mais ça, c'est de la musique d'avenir. Ça va porter ses fruits dans 6 mois et plus. Depuis 5 ans, c'est en effet beaucoup d'appels à froid, beaucoup de contacts via LinkedIn, donc, la plateforme de réseau professionnel. Ça fonctionne très bien. On a fait aussi pas mal d'emailing. On a fait pas mal d'emails aussi. Des choses sponsorisées, donc tout ce qui est de la publicité, du LinkedIn aussi. Sur LinkedIn, tu peux payer pour être mis en avant ou des choses comme ça. Ça, on a fait quelques essais, mais c'est vraiment, je dirais, anecdotique. La plupart de ce qui a fonctionné, c'est les messages personnalisés, vraiment directement envoyer des messages à des personnes sur LinkedIn, les appels à froid et les emails qui ont bien fonctionné. Les emails, c'est de plus en plus dur de se distinguer. On est tous noyés dans les emails de prospection d'entreprises qui veulent nous vendre des produits, des services, des webinars, des conférences, des trucs et des choses. Donc c'est de plus en plus difficile de se différencier. C'est pas impossible, hein. Il y a des entreprises qui se basent que là-dessus et ça fonctionne très bien. Nous, c'est devenu une partie minoritaire, je dirais, de ce qu'on fait en termes de prospection extérieure. À l'époque, c'était la majorité. Maintenant, la majorité, c'est LinkedIn et appel à froid, principalement. Et ça fonctionne bien, ça fonctionne très bien. Tu as parlé de croissance, vous ne voulez pas juste rester et puis payer les coûts d'aujourd'hui. J'ai entendu, je sais plus où c'est, je sais plus si c'est dans le podcast là où tu as apparu récemment, où tu dis potentiellement US en 2024, sauf erreur dans Big Boss, il a mentionné que vous seriez éventuellement une centaine en fin d'année 2023. Ouais. Est-ce qu'il y a une vision claire pour Visium? Est-ce que vous savez où vous allez? Absolument. Premièrement, je dirais notre vision, c'est quelque chose de... La vision d'une entreprise, c'est quelque chose de vivant. Donc, c'est bien, il faut en avoir une au début, mais il faut évidemment la retravailler, l'affiner, faire des légers pivots, changer un petit peu au cours du temps. Il faut pas que ça... Enfin, ça peut changer du tout au tout, mais il faut que ce soit justifié et amené de la bonne manière aussi par rapport à l'équipe. Donc notre vision a pas mal évolué, je dirais quand même. On a toujours cette vision d'accompagner les entreprises qui ne sont pas tech natives, comme je le mentionnais avant. Donc ça, c'est notre vision. Actuellement,
ce qu'on a réalisé, c'est qu'en faisant simplement de la science des données, simplement entre guillemets, je dirais, parce que c'est des projets complexes, mais en ayant, disons, un simple service de data science AI, c'est quelque chose qui limitait notre impact dans les entreprises. Parce que c'est vraiment la partie émergée de l'iceberg. C'est la partie qu'on voit, c'est le bout de la chaîne, l'intelligence artificielle. D'abord, il faut avoir des bonnes données, de la bonne manière, au bon endroit, assez propre pour être utilisable. Il faut avoir migré vers ce qu'on appelle le cloud. Donc, au lieu d'avoir des technologies avec des serveurs qui sont dans des salles de serveurs, dans les caves d'une entreprise, transitionner et migrer l'infrastructure informatique, l'infrastructure de données aussi, les bases de données, etc., vers des technologies cloud. Donc ça, c'est aussi en amont. Et encore avant ça, il faut avoir développé une stratégie. Parce que si on réalise juste ce qu'on appelle des pilotes ou des prototypes, ici et là, d'intelligence artificielle, avec les RH, avec la prod, avec les parfumeurs, etc., on n'a pas un liant, on n'a pas une stratégie qui vient sous-jacente ou alors qui chapeaute, on le voit comme on veut, qui chapeaute tous ces développements-là. Quelle est la vision de l'utilisation de l'intelligence artificielle pour Firmenich, pour Nestlé, pour BKV? Ça, c'est encore la première étape, avant le cloud, avant la data. Donc on est venu compléter notre offre de service, on recrute activement pour ça. On a, depuis le début de l'année, depuis début 2023, on a énormément de projets là autour. Et on a complété notre offre de service qui était avant justement juste la partie science des données, donc utilisation de la donnée pour de l'IA, pour du machine learning, avec ces 3 services. Donc création d'une stratégie pour les entreprises, une stratégie IA, une stratégie data, cloud, donc aider les entreprises à se saisir de technologies cloud. Et dernièrement, tout ce qu'on appelle du data engineering, c'est mettre en place les bonnes infrastructures de données pour que les données soient stockées de la bonne manière, au bon endroit et utilisables par les équipes internes, mais aussi par nous derrière si on veut faire de l'IA. Donc ces 3 services supplémentaires, ça va être instrumental pour la croissance de Visium, mais aussi pour avoir vraiment un potentiel disruptif pour les entreprises. Parce que dès lors où tu peux aller vers une entreprise et lui dire on va vous aider à définir votre feuille de route en IA, pourquoi la data, pourquoi est-ce que c'est important pour votre entreprise, le BKV de demain, le Nestlé de demain, comment est-ce qu'il va se saisir de la donnée, etc. Quels sont les business models supplémentaires auxquels une entreprise peut s'atteler grâce à la data. Ça, c'est la première partie. Migrer vers le cloud, faire les infrastructures de données. Là, tu as vraiment un potentiel complètement disruptif et tu peux vraiment révolutionner une entreprise de fond en comble et des entreprises à la base très traditionnelles. Et ça, c'est hyper excitant. De rendre, nous, on appelle ça en interne future-proof. Donc, comment dire, qui serait à l'épreuve du futur. Des entreprises qui seraient à l'épreuve du futur. Parce que dans le futur, tu auras les entreprises qui saisissent des données, qui prennent des décisions de manière informée, je dirais, que ça soit informé avec juste des rapports de données ou alors informé par de l'intelligence artificielle et des recommandations, et les entreprises qui ne s'en servent pas. Donc si une entreprise elle veut être à l'épreuve du future-proof, il faut qu'elle ait une stratégie, de migration vers le cloud, une stratégie d'utilisation de ces données avec la bonne infrastructure, etc. etc. Donc on s'est rendu compte de ça aussi, et c'est là où notre vision a évolué. Au tout début, on n'avait pas forcément la maturité et cette vision de se rendre compte que le potentiel disruptif et de vraiment aider les entreprises à être à l'épreuve du futur, ça ne suffisait pas de faire juste de la data science et de l'intelligence artificielle. Il fallait aussi avoir les bonnes fondations. Donc ça, c'est vraiment notre objectif là pour 2023-2024. Et avec ces nouveaux services s'ouvre aussi un nouveau marché, plus de potentiel dans les clients existants, chez des nouveaux clients. Donc on a retardé aussi notre expansion aux États-Unis par rapport à ça. À la base, on a visé fin 2023. On s'est rendu compte qu'il y avait encore énormément à faire rien qu'en Suisse, et je ne parle même pas de l'Europe. Donc on s'est remis un nouvel objectif plutôt 2024-2025 pour l'expansion à l'international hors Europe. Mais c'est peut-être quelque chose qu'on va retravailler. On va se rendre compte qu'il y a encore tellement à faire en Europe que ça serait une distraction potentiellement de partir à l'étranger hors européen, je dirais. C'est hyper intéressant. Alors si que en Suisse, je dis que parce que finalement la Suisse est un tout petit pays. Alors oui, on a des grandes entreprises, mais alors quand je t'entends parler et que vous avez encore énormément à faire en Suisse et en Europe, ça veut dire qu'il y a un potentiel
énorme. Ah ouais, énorme. C'est pour ça qu'on a encore des ambitions de croissance qui sont entre 40 et 50% par année, ce qui est énorme. À voir combien de temps on va réussir à maintenir ce cap, parce que ça crée des instabilités aussi dans l'entreprise, d'avoir une entreprise qui grandit très vite. Tu n'as pas le temps de solidifier tes bases, tes processus, ta structure d'entreprise. Il y a plein de petites choses que tu te rends compte ça devient un peu un château de cartes si tu ne fais pas attention. Donc, changement constant. Exactement. Donc, il y a aussi cet aspect-là qu'on doit prendre en compte. Il faut qu'on doit maintenir une croissance pour 2 raisons. Pour, je dirais aussi la motivation de l'équipe, parce que l'équipe a rejoint une start-up tech, donc ça veut dire croissance rapide, ça veut dire responsabilité supplémentaire, des plus gros projets. C'est aussi cette ambition d'aller vers l'avant. Si maintenant on devient une entreprise où on dit, OK, ben là, on va rester une 60aine dans l'équipe pendant les 5-10 prochaines années, le temps de stabiliser, de maximiser nos marges, etc., ça va moins parler aussi aux gens de l'équipe. Donc il y a un trade-off, il y a une balance à assurer entre la motivation de l'équipe. Aussi, il y a quand même un enjeu compétitif. Si on n'assure pas une certaine croissance, on va rater le train, je dirais. Là, on est vraiment à l'avant parce qu'on s'est lancé il y a 5 ans. On est vraiment dans les coureurs de tête, je dirais, sur le marché. C'est ce qui fait aussi qu'on arrive à assurer cette croissance. Et c'est vrai que si on ralentit, on va perdre cet avantage qu'on a maintenant de ce qu'on appelle first mover, en quelque sorte. On est dans les premiers à s'être lancés vraiment dans cette niche il y a 5 ans. Donc, motivation de l'équipe, perte de compétitivité et de cet avantage d'être en avant du peloton, à contrebalancer, oui, avec ces instabilités qui sont créées par une croissance perpétuelle et exponentielle comme on l'a maintenant. Mais c'est vrai que avec ces nouveaux services et le tissu économique qu'on a en Suisse et même en Europe, on pourrait encore, je pense, augmenter nos revenus facilement, x10, x20, x30, très facilement, en restant sur le marché européen, si on fait les choses bien avec les services qu'on est en train de développer. Ça me fait penser à Pascal Meyer de Coca.ch ou Coca Service, avec qui on a fait un épisode il y a un petit moment où eux étaient, je sais pas si tu connais cette histoire, moi je savais pas, ils avaient tenté l'expérience France, ils avaient tenté Coca en France et puis ça n'avait pas marché, ou je sais plus trop ce qui s'était passé, mais où finalement il me disait que il s'est rendu compte que avant de partir ailleurs, il veut vraiment consolider en Suisse. Et ensuite, pourquoi pas? Mais donc ça me fait vraiment penser à ça, où on peut faire ce parallèle, où finalement lui il voit, ou eux maintenant voient, où il y a vraiment un immense potentiel en Suisse. Et parfois je trouve un peu paradoxal parce que des fois quand tu réfléchis à la Suisse, c'est petit. Ouais, bien sûr. C'est tout petit. Ouais. Mais donc ouais, c'est hyper intéressant pour vous dans ce cas. Ouais, on pourrait pas avoir cette stratégie, et je pense pas que Coca pourrait avoir cette stratégie dans tous les pays. On a cette chance en Suisse d'avoir un tissu économique, dans le cas de Coca, un pouvoir d'achat aussi, qui favorise une expansion locale, et il y a beaucoup à faire en Suisse. Et nous, de la même manière, c'est pas vraiment le pouvoir d'achat, c'est corrélé, mais c'est, je dirais, le tissu économique, toutes les grandes entreprises qui ont leur siège social ou alors des branches en Suisse très actives. On a énormément de choses à faire encore en Suisse, absolument. Ouais. Et pour revenir un petit peu au début, je crois que c'était, je cite pas mal Big Boss, mais j'ai trouvé que c'était une émission où on pouvait quand même assez bien te connaître par rapport à Visium. Tu parles de réseautage, tu dis que c'est important. Est-ce que tu en avais déjà conscience quand vous vous êtes lancé dans l'aventure Visium, et puis aujourd'hui, comment est-ce que tu fais pour continuer, si tu continues à le faire, mais j'imagine, je pense connaître la réponse, à alimenter ce réseau? Je pense que c'est quelque chose auquel on entend tous parler, du fait que le réseau c'est important, machin, etc. Et du coup, je mentirais si je disais j'avais pas du tout ça en tête quand on a démarré Visium. Mais ça a rendu les choses concrètes. Je pense que pour beaucoup de gens, c'est pas concret. Ça devient concret quand, par exemple, quelqu'un se fait virer et cherche du travail. Il se dit j'aurais bien aimé avoir un réseau plus développé. Ou alors heureusement que j'avais cultivé un peu mon réseau. Donc ça devient tout à coup beaucoup plus concret dans certains cas. Et je m'en rends compte dans mon cas aussi que le réseau qu'on développe par rapport à Visium et que je développe aussi personnellement a beaucoup de richesses. Tu rencontres des gens très intéressants. Il y a des opportunités ici et là qui se développent. Donc, je le vois aussi
avec les gens qu'on recrute dans l'équipe qui ont plus d'expérience, par exemple en vente, qui ont plus d'expérience, qui sont pas, c'est pas des personnes forcément de mon âge, mais plus âgées en vente, qui ont déjà travaillé dans d'autres entreprises, qui ont un réseau bien développé. On voit l'impact et la différence que ça fait est énorme. Donc ça, j'avais déjà ça en tête au début de Visium, mais c'était un peu des mots un peu creux, disons. Et j'imagine dans la tête de beaucoup de gens, c'est un peu des mots creux. C'est devenu beaucoup plus concret avec l'aventure Visium. Et encore plus récemment. Là. Plus on avance, plus je me rends compte de l'importance de développer son réseau personnel et de la richesse dans un réseau bien développé. Mais c'est énormément de travail. C'est énormément de travail et ça prend beaucoup de temps de bien le faire. Et je pense pas être la personne la meilleure, je dirais, pour entretenir le réseau. Je pense que j'arrive assez bien à créer des liens, à tisser des liens, à connecter avec des personnes. Mais d'entretenir un réseau, de faire l'effort, d'aller boire un café avec X, d'aller manger avec Y, de faire des choses comme ça, de faire juste un petit appel de 15 minutes, et chaud, comment ça va, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu, machin. C'est énormément d'efforts et de travail. Et j'ai beaucoup de respect pour les gens qui font ça. Il y a des gens qui font ça très instinctivement, ils ont 15 minutes, tac, ils prennent le téléphone, ils passent dans la liste de contacts. Ah, il y a lui, ça fait longtemps que je ne lui ai pas parlé, paf, comment ça va. Ça, c'est quelque chose qui ne me vient pas forcément naturellement, de cultiver un réseau. Et c'est dommage, parce que avec les aptitudes que j'ai à développer le réseau, si en plus de ça, j'arrivais à travailler sur cultiver mon réseau et rester connecté avec, je sais pas, 20% au moins du réseau que j'arrive à développer, ça serait excellent. C'est quelque chose auquel j'essaie de m'atteler et de travailler, mais c'est beaucoup d'efforts. C'est beaucoup d'efforts. Mais ça en vaut la peine. Il te faut un super assistant. Ouais, c'est ça. Il faudrait un assistant, un chat GPT exact. un assistant personnel, ouais, exactement. D'ailleurs, t'en as un ou vous en avez une? Non, pas encore. C'est quelque chose auquel on réfléchit. Lorsqu'on arrive à une taille d'entreprise où ça pourrait être intéressant d'avoir des assistants pour les associés de la boîte. Mais pour l'instant, on gère encore tout seul de notre côté. Mais c'est vrai qu'on sent un peu une limite là, gentiment. Ouais, j'imagine. Ouais. Et juste pour revenir à la croissance de Visium, je reviens sur ça parce que donc t'en as parlé, mais est-ce qu'en termes de chiffres, vous avez des objectifs, que ce soit en termes de chiffre d'affaires, je ne sais pas si ça tu peux le mentionner ou pas, ou en termes de gens, donc de nombre de personnes. Ouais. On a des perspectives, disons, et évidemment, parce qu'on a on a un business plan et un plan financier sur les quelques prochaines années, etc. etc. Cette année, on aimerait assurer une croissance d'entre 40 et 50% annuellement pendant encore les 3 prochaines années. Du coup, par rapport à nos revenus actuels, ça nous amène, là on est l'année passée entre 6 et 7 millions de revenus, donc tu ajoutes 50%, donc tu es autour de 10 millions, et encore ensuite 50%, donc 15 millions de chiffre d'affaires. Donc ça, c'est à peu près la croissance espérée. En tant qu'entreprise de service, ça veut dire environ une croissance similaire en termes de ce qu'on appelle des ressources qui travaillent sur les projets. Donc ton but dans une entreprise comme la nôtre, c'est de maintenir une bonne balance entre des ressources qu'on appelle billable, donc facturables à des clients, et des ressources non facturables. Si tu n'as pas un ratio... si tu as 50-50 par exemple, ou même inversé, tu as une entreprise qui fait très peu de profit du coup, et qui ne peut pas réinvestir dans la croissance. Donc malgré une croissance de, disons, 50% théoriquement sur les 3 prochaines années, je ne pense pas qu'on va avoir une croissance de 50% du nombre de personnes. Ça sera légèrement inférieur, pour 2 raisons. Premièrement, parce que dans les 60 personnes actuelles, ce n'est pas que des ressources facturables, et idéalement, tu aimerais croître que les ressources facturables, pour augmenter tes profits. Donc on va avoir une croissance aussi en termes de nombre d'employés. On s'était donné comme objectif la 100aine de personnes d'ici la fin de l'année. C'est quelque chose qui est encore réalisable, c'est très ambitieux. En général, on s'est donné à chaque fois des objectifs qui paraissaient irréalistes en milieu d'année, puis on y arrivait juste en fin d'année. Donc là, ça me paraît un peu irréalisable, mais peut-être qu'on va y arriver. Et c'est le but des objectifs, ça doit être assez ambitieux pour paraître irréalisable, mais motivant à la fois et inspirant aussi à la fois, sans être complètement décourageant parce qu'on n'y arrive jamais. Donc c'est la difficulté de se donner des objectifs de croissance. Mais on a un objectif d'à peu près, je pense, 90 à 100 personnes d'ici la fin de l'année, si toutes les choses qu'on est en train de mettre en place maintenant portent leurs fruits, ou alors début 2024. Ouais. As-tu des conseils pour le début d'une aventure dans une start-up?
un des points, je pense, importants que j'aurais, je pense, sous-estimé à la base, et ça nous est arrivé un peu par hasard, c'est de vraiment privilégier, de faire attention à la culture d'entreprise. La culture d'entreprise, elle va se façonner, que ce soit de manière intentionnelle ou non intentionnelle. Donc le but, c'est qu'il faut que ce soit intentionnel, du coup. Mais il ne faut pas croire que c'est quelque chose qui va se faire à partir de 10 personnes ou à partir de 20 ou de 50. La culture d'entreprise, pourquoi est-ce qu'on est là, pourquoi on travaille ensemble, qu'est-ce qu'on aime faire, qui on est, qui est-ce qu'on n'est pas, qu'est-ce qu'on fait pas. Donc cette identité-là, et développer cette identité, je pense que c'est quelque chose que j'aurais peut-être sous-estimé au début, si on ne l'avait pas fait de manière un peu intuitive et un peu par hasard. Je dis par hasard parce qu'on a très rapidement recruté quelqu'un pour gérer tout ce qui était des RH chez nous. On appelle ça people, les personnes. Parce que pour nous, c'est plus que les RH, des fois, les personnes ont en tête juste le côté un peu administratif. Gestion des salaires, gestion des fiches de paye, déclaration pour les taxes sociales. C'est pour une entreprise qui dépend autant de la qualité de ses ingénieurs et de ses consultants comme nous, c'est beaucoup plus que ça. C'est vraiment créer une culture, créer un engouement à travers des événements, à travers des plans de formation, des choses comme ça. Donc, une des premières personnes qu'on a recrutées un peu par hasard, c'était une personne en RH de ce point de vue-là. Donc, ça s'est fait de manière intentionnelle. On a créé une culture d'entreprise. Et la culture d'entreprise, c'est ce qui fait que ça attire déjà les personnes de l'extérieur. C'est quelque chose qui est visible de l'extérieur. On le sait. Tous les candidats qui viennent chez nous et qui nous parlent nous parlent de l'image qu'on a auprès de l'EPFL, au sein de l'EPFL, qu'on a au sein de l'ETH, qu'on a au sein d'autres écoles aussi, plutôt business, je dirais, comme HEC Lausanne, etc. Donc, ta culture va attirer les bonnes personnes. Ça va être un premier filtre déjà. Tu vas attirer comme un aimant les personnes qui correspondent à la culture. Et le deuxième point, c'est ce qui fait que les gens, ça va maintenir une cohésion quand on aura des mois difficiles. Parce qu'il y aura toujours des mois difficiles, voire plus que des mois difficiles, des trimestres, des semestres, des années difficiles. Et ce qui fait que les gens restent ensemble et restent avec toi, c'est la culture, au final. Donc, je pense que c'est la chose à laquelle je prêterai encore plus attention que ce qu'on a fait si je devais me relancer dans l'aventure. De m'assurer que la culture que je suis en train de créer, cette cohésion, ce liant au sein des équipes, cette colle un peu, elle soit fabriquée de manière le plus intentionnelle possible. Et de rien laisser au hasard par rapport à ça. Et c'est vraiment un travail de tous les jours. C'est ne pas laisser passer certains comportements, certaines choses, certaines façons de faire les choses, laisser passer d'autres façons, encourager certaines choses. Et c'est toutes ces petites choses qui vont faire que ta culture d'entreprise, elle va se cristalliser d'une certaine manière. Et au bout d'un moment, quand cette colle, elle se cristallise, elle durcit, au bout quand tu es 100, même à notre taille, 50, 60, il y a des aspects qu'on ne peut plus changer. Elle a déjà commencé à durcir à certains endroits, cette colle et cette culture. Et à partir d'une certaine taille critique, elle est complètement figée. Et les gens que tu attires, les gens dans l'entreprise, la manière dont ils vont être modelés aussi et impactés par la culture, tu auras beaucoup moins d'impact là-dessus. Donc c'est quelque chose auquel il faut prêter très attention dès le début. Dès 3, 4, 5 personnes dans l'entreprise, qu'est-ce qu'on fait, qui on est, qu'est-ce qu'on ne fait pas, comment on travaille, des règles de base dans l'entreprise, comment tu gères certains comportements, certaines choses. Des personnes qui arrivent, tu vois, c'est bête, mais des personnes qui arrivent toujours, je ne sais pas, en retard à des meetings par exemple. Comment est-ce que tu gères ça? Il y a des entreprises qui ont des cultures d'entreprise très fortes, où elles ont des choses très fortes par rapport à ça. Si une personne elle est plus de 3 minutes en retard, elle ose pas rejoindre le meeting, tu vois, par exemple. Et nous, on n'a pas ce genre de règles, mais c'est ce genre de règles-là, un peu très controversées. Si ta culture d'entreprise, elle est trop, je dirais, comment dire, c'est un peu de l'eau tiède. C'est-à-dire, si tu n'as pas des prises de position fortes, t'as pas vraiment une culture, t'as pas un ADN, tu vois. Si je te donne cette règle-là des 3 minutes et ça te choque pas un petit peu, en mode, ah ouais, c'est vraiment... c'est pas une décision anodine de se dire si quelqu'un a 3 minutes de retard dans mon meeting, il est exclu du meeting. Quelle que soit son excuse, etc. Il vient pas. Ça ne veut pas dire qu'on va lui en tenir rigueur, parce que peut-être qu'il a une excuse, une urgence médicale ou j'en sais rien quoi, il est retenu par un client. Mais il vient juste pas au meeting, tu vois. Par respect, les autres peuvent commencer le meeting après 3 minutes, tu vois. Et du coup, si c'est pas quelque chose qui te choque un petit peu, ben faudrait réfléchir à est-ce que
tu vas assez loin dans cette définition de ta culture d'entreprise, quoi. Donc ça serait le facteur numéro 1, je pense. Encore plus pour une entreprise de nos jours, avec les nouvelles générations, où la culture est un aspect des plus en plus important. Les gens font pas leur 9 to 5 de 9h du mat à 5h, ils badgent à l'entrée, ils badgent à la sortie. Les gens, d'autant plus dans les secteurs en tech, la culture d'entreprise, avec qui ils travaillent, est-ce qu'ils sont inspirés par les gens autour d'eux, par l'entreprise, par la vision, par la mission. C'est des choses qui sont par les valeurs. C'est des choses qui sont hyper importantes, hyper importantes. Donc ça serait ma recommandation. Ouais. Très bien. Simon, je te propose qu'on passe à la partie 2 si ça te va. Avec plaisir. Parfait. Merci d'avoir écouté cet épisode et s'il vous a plu, pour m'aider à continuer, abonnez-vous à Développement avec Brian Oumana sur votre plateforme de podcast préférée et ou sur YouTube et n'oubliez pas de donner votre avis en le notant. Je vous donne rendez-vous le vendredi dans 2 semaines pour la partie 2. Ciao ciao.